passé. Ce n'est rien. Tout va bien, tout va bien. On est presque arrivé. Tout va bien, tout va bien. On va couper à travers champs. Allez, viens. Tout va bien, tout va bien. Ce n'est rien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ce n'est rien. Tout va bien. Et bonsoir à tous et à tous. Nous sommes donc le mardi 12 janvier, il est 18h passé de 3 petites minutes. Nous voilà en direct et comme promis, chose due, nous sommes avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, que vous allez pouvoir apercevoir à l'écran tout de suite, le voici. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir Amédée, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, mes meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent. C'est par là que j'allais commencer également. Entre donc votre Facebook, les vœux que vous avez formés sur votre page Facebook la semaine dernière et les vœux que vous allez donner à la population dimanche. Au gymnase à 16h. À 16h. Nous avons l'occasion de vous recevoir et je vous remercie une fois de plus de répondre présent à notre appel. On espère bien entendu avoir... Je sais que vous n'avez pas toutes les réponses, bien entendu, et on serait heureux, mais il y a beaucoup de questions et puis il y a aussi des choses à savoir on va dire, faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé déjà l'année dernière et ce qui se passera cette année. On a beaucoup de choses à discuter. Tenez, la première question par rapport au gymnase. Le gymnase a été presque rendu à son utilité première, qui est l'utilisation pour le sport, pour les enfants. Le gymnase a été rendu au collège, oui, qui désormais l'utilise, qui pourra encore mieux l'utiliser lorsque les quelques travaux de remise en état auront été effectués. Il nous est prêté, par exemple, pour effectivement la cérémonie des vœux de dimanche, qui doit forcément se tenir dans un grand espace pour respecter la distanciation sociale liée au contexte sanitaire. Et j'espère que très rapidement, les associations pourront utiliser également ce gymnase, comme c'était le cas avant la tempête et avant aussi cette pandémie de Covid-19 qui nous a aussi limité dans l'utilisation des infrastructures sportives. Quelques travaux à faire pour le gymnase Oui, des petits travaux, notamment au niveau du sol du gymnase, qui vont être effectués par le département, puisque c'est le département qui en est propriétaire. D'accord, très bien. Donc ça, c'est une première chose. On va voir ça tout de suite, parce que je l'ai eu tout à l'heure passer sur la page de la mairie, sur la vôtre j'imagine, et je l'ai partagé sur la page Entraide Breil et Lentour, comme je le fais d'habitude. Vendredi soir, il y aura une séance du conseil municipal. Et j'ai vu à l'ordre du jour, alors attendez que je ne fasse pas de bêtises, la séance, il y a 2 points qui moi m'intéressent particulièrement. La première, demande de subvention pour l'installation d'un pont de secours au quartier de Veille. Ça, c'était une chose que j'avais entendue lors de la visite qu'avait fait Monsieur le Président du département Charles Génésie avec vous. Donc c'est quoi? C'est une sorte de pont Bélé? C'est un pont Bélé? C'est un pont Bélé, exactement. Ce qu'on appelle les ponts Bélé, qui autrefois étaient des ponts qui étaient gérés par l'armée, on disait d'ailleurs des ponts militaires. C'était génie civil. Oui, qui aujourd'hui sont gérés par le CNPS, le Centre National des Ponts de Secours, qui dépend du ministère des Transports, et donc qui peut nous louer, on va dire, ces ponts de secours, ces ponts Bélé. Et j'ai regardé quels étaient les ponts de la commune qui pouvaient s'y prêter.
Le pont de Perthus est un pont départemental, donc il ne relève pas de la commune, et il sera d'ailleurs fait directement de façon définitive. Le pont du Stade ne s'y prêtait pas techniquement, parce que la portée est trop grande, mais en revanche, pour le quartier de Veille, il était possible d'installer un pont de secours, et donc c'est le choix que j'ai fait, et j'en ai parlé au président du département, Charles Ginesi, qui accepte de financer la majeure partie de l'installation et de la location de ce pont, et ce sont d'ailleurs les équipes du département qui vont se charger de cette installation, et ce sera vraisemblablement dans les prochaines semaines, et ce sera la première grosse action de reconstruction menée par la municipalité avec le soutien du département, suite évidemment à la catastrophe du 2 octobre. La route, on va dire le rétablissement d'une route, on sait que ça va pas prendre juste quelques semaines, hein, mais le rétablissement d'une route, d'un lien quotidien sans perturbation, c'est le premier but essentiel, hein, de cette reconstruction. C'est vital. C'est vital parce que ça conditionne tous les autres chantiers de reconstruction. Il faut bien comprendre que tant qu'on n'aura pas un accès routier stable, rétabli par Vintimille, il sera très difficile de réaliser tous les autres chantiers, que ce soit sur les routes ou sur n'importe quelle autre infrastructure qui a été endommagée pendant la tempête, parce que nous aurons des difficultés pour acheminer tous les matériaux, tous les engins nécessaires. Et donc la clé de voûte de la reconstruction, c'est le rétablissement de cet axe Breil-Vintimille, qui conditionne aussi le rétablissement de l'axe Breil-Tende-Vievola. Oui. Donc c'est quelque chose d'essentiel sur lequel le département travaille très vite. Actuellement, c'est quasiment toutes les brèches qui se trouvent en dessous de Breil qui sont en travaux actuellement. Et cela devra forcément prendre du temps. Il va falloir que les habitants de Breil et de la Roya soient patients. Il va y avoir des périodes de fermeture. Il va normalement y avoir entre mars et mai 2 mois entiers de fermeture, ce qui d'ailleurs justifie le maintien de l'accueil scolaire à Libre, ce qui permettra notamment d'éviter ce trop gros trajet pour les Librasques qui doivent se rendre à Breil pour emmener leurs enfants à l'école. Mais effectivement, ce sera difficile pour les habitants de Breil et de la vallée. Il faudra prendre patience, mais nous aurons la chance d'avoir, à la moitié de l'année, à la fin du premier semestre 2021, un accès définitif avec Vintimille, avec une route parfaitement rétablie, avec un pont de Perthus tout neuf. Et ce sera vraiment une énorme avancée, ce sera notre désenclavement, et nous serons toujours bien moins à plaindre que nos voisins du haut de la vallée de la Roya, qui eux vont nécessiter, pour être désenclavés, des travaux beaucoup plus longs et qui devront faire preuve de beaucoup plus de patience. Ce sera long, mais on sera toujours moins à plaindre que nos voisins du haut de la vallée de la Roya. Le point noir, c'est le Perthus, pour le moment. Le point noir, c'est le Perthus. On peut estimer qu'en mars, l'ensemble des brèches qui se trouvent sur la route auront été réparées. Il en restera 2 principales qui seront réglées normalement à l'horizon du mois de mai. Et ce qui sera le plus long, c'est l'installation. D'abord la fabrication, ensuite la livraison, et puis l'installation du nouveau pont de Perthus, qui devrait donc se terminer à la fin du mois de juin. Parce que en l'état actuel, le passage du Guy Buzet, d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y aurait très prochainement une réunion concernant peut-être de l'installation de bus beaucoup plus importantes sur les passages à Guy Buzet, parce qu'on est en plein hiver et qu'il y aurait des lâchers d'eau, puisque l'usine de Fontan est à nouveau rétablie, l'usine EDF. Alors, je n'ai pas eu vent spécialement de cette réunion. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a déjà des bus supplémentaires qui ont été mises au passage à gué du stade à Breil. Il n'y avait que 6 bus. On est passé aujourd'hui à 10 bus pour qu'ils tiennent davantage en cas de montée du niveau de la Roya. D'autant qu'effectivement, comme tu viens de le dire, on est en période hivernale et on est obligé de produire de l'électricité, donc de faire un petit peu turbiner l'usine qui se trouve donc
donc dans les gorges de Paganin, afin de produire davantage d'électricité. Et cela menace évidemment à chaque fois un petit peu ces passages busés qui permettent de désenclaver des secteurs, mais qui sont des aménagements précaires et dont on sait que lorsque l'eau monte, eh bien, ils sont menacés. Et c'est quelque chose qui est regardé avec vigilance. On essaie d'éviter que l'eau, qu'il n'y ait trop de lâcher d'eau, qu'on fasse trop turbiner et que ça mette en danger ces installations, mais surtout, on travaille à trouver des solutions définitives. Ce sera le cas pour Pertus d'ici la fin du premier semestre, ce sera le cas pour Veille dans quelques semaines avec l'installation du pont de secours, et il restera sur la commune de Breil le cas du secteur de l'Aïgara, où il faudra trouver une solution, peut-être un pont définitif, mais les premières estimations sont très onéreuses, et donc nous essaierons d'étudier la meilleure solution pour désenclaver les quelques habitations qui se trouvent de l'autre côté. Le Pertus, on va terminer avec ça. Il y a aussi le problème, et ce qui rend encore plus compliquée la situation, ce sont les parois qui sont très très fragiles. Ce qui est important, c'est que chacun comprenne que d'abord le passage par le col de Bruys peut sembler dangereux, fatigant, mais il sera toujours beaucoup plus sûr pour ceux qui l'empruntent que le passage par en bas en l'état. La route a subi énormément de dégâts, et au niveau du passage busé de Pertus, on a une montagne qui tombe en permanence. Chaque jour et à chaque intempérie, on a des petits éboulements qui pourraient un jour donner lieu à un gros éboulement. Et donc c'est un endroit qui n'est pas sécurisé. Et donc il faut véritablement restreindre l'accès aux personnes pour qui c'est indispensable. Et donc c'est le cas pour les forces de secours, c'est le cas pour les forces de l'ordre, pour les véhicules nécessaires aux travaux, et c'est le cas pour quelques particuliers qui ont des dérogations, notamment les personnes qui habitent à Livres, à Pienne-Basse, et qui doivent se rendre à Breil pour le travail. On ne peut pas étendre plus le passage. Et aussi pour une autre raison simple, c'est que si demain on ouvre cette voie à la circulation, comme il y a une multitude de brèches où on ne peut passer que sur une voie, on sera obligé de mettre des feux alternés. Et si on met 4-5 feux alternés, ça viendra s'ajouter à la circulation alternée de nouveau rétablie dans les tunnels d'Ayrolles, et on mettra beaucoup plus de temps à passer par en bas qu'on en met par passer par le col de Bruys. Donc il faut que chacun comprenne que cette situation ne plaît à personne, mais que c'est forcément long. Les travaux vont prendre du temps, mais ils seront faits de manière définitive dans les prochains mois. Et en attendant, eh bien, il faut emprunter la route du col de Bruys, sauf autorisation spéciale du département. Bien sûr. Alors on l'a un petit peu échappé belle ces semaines dernières avec une neige quand même assez inattendue. Juste pour couronner le tout d'une année 2020. C'est beau la neige, mais en ce moment, elle était peut-être pas la bienvenue. On l'a échappé belle au niveau du passage. À un moment, il y a même eu deux engins de déneigeurs qui sont tombés en panne le jour où il a à une heure d'intervalle. À une heure d'intervalle, bravo. Mais bon, ça arrive, voilà. Mais tout s'est bien passé finalement. Avec les équipements, on est arrivé à passer. Les services se sont mobilisés quotidiennement, et vraiment, il n'y a pas eu de gros soucis de passage. Et ça, merci à vos équipes et à Force 06, au service du 10 notamment aussi. Voilà, c'est surtout le service départemental d'aménagement, le service des routes du département, qui a veillé à laisser déneiger ou à déneiger le plus rapidement possible cette voie d'accès. Et ils ont mis évidemment d'autant plus d'énergie à le faire qu'ils savent bien que c'est notre seul échappatoire aujourd'hui. Et donc oui, il y a un travail très important qui a été fait sur cette route départementale par le département, et la mairie de son côté a veillé au déneigement des voies communales. Je pense en particulier à la Maglia ou à la piste des casernes du col de Bruys, pour éviter que les personnes qui y vivent ne se retrouvent également bloquées par la neige. Alors des convois à partir de Breil jusque dans le haut de la vallée, 3 par jour, plus le rajout d'un 4e horaire à 17h me semble-t-il, pour une descente en raison bien sûr du couvre-feu. On va venir à ça. La solution du matin avait été trouvée pour ceux qui voulaient rattraper un train, et puis elle a disparu en fonction notamment des intempéries. Elle va revenir ?
Oui, normalement, les choses vont être rétablies le plus rapidement possible. Il y a eu quelques intempéries qui ont perturbé cette circulation entre la Basse et la Haute-Roya, mais bon, les choses vont être remises en place assez rapidement, d'autant que pour l'instant, nous ne savons pas encore quand le trafic ferroviaire va pouvoir reprendre jusqu'à Saint-Dalmas-de-Tende. À cause notamment de ce fameux pont à arcature au-dessus de Fontan qui devait être livré ces jours prochains, mais en raison des intempéries, j'imagine qu'il y a encore un petit peu de retard. Hein. Alors, ça fait un certain temps que nous n'avons plus d'informations sur ce sujet. Nous aurons demain soir une réunion en visioconférence avec la SNCF sur le sujet, donc je pense que nous en saurons plus. Le délai, c'était normalement le rétablissement de la ligne le 18 janvier. On sait d'ores et déjà que ce délai ne sera pas tenu, à cause notamment du problème de ce pont à arcature qui s'affaisse. Mais au-delà du pont, en fait, on voit que là aussi, c'est la montagne qui glisse, bien sûr, comme à d'autres endroits. Les agents de la SNCF travaillent dans des conditions extraordinairement difficiles, en étant suspendus dans le vide. Et pour pouvoir trouver du dur, de la roche, ils sont obligés de creuser jusqu'à 60 mètres. C'est un chantier qui est vraiment colossal, qui explique ces retards. Et j'espère que, évidemment, on pourra voir le bout du tunnel, si j'ose dire, le plus rapidement possible, et rétablir cette circulation ferroviaire qui est essentielle, d'autant plus qu'il y aura forcément des périodes de fermeture de la route pour les travaux entre Breil et Tende. Le tronçon qui devait être fait, ou en tout cas dont il était question, avant d'arriver à Breil, vous avez des nouvelles là-dessus au niveau de la SNCF ou pas ? Ah, le tronçon Breil-Vintimille. Oui. C'est ça. Sur le tronçon Breil-Vintimille, alors ce n'est pas la SNCF. Non, c'est les Italiens, c'est voilà, FS, oui. C'est les autorités italiennes de transport qui doivent réaliser les travaux sur ce tronçon-là. Ce sont des travaux qui sont somme toute assez limités, quoi, on va dire. Ce ne sont pas de très gros travaux. C'est des travaux de 2,5 millions d'euros, ce qui peut paraître beaucoup comme ça. Mais à l'échelle des 170 millions d'euros qu'on va devoir mettre sur l'ensemble de la ligne ferroviaire, c'est assez peu. C'est essentiellement les rails qui sont un petit peu dans le vide au niveau de l'arc-boussé. Et ce sont donc les Italiens qui sont chargés de faire ces travaux et qui devraient les faire normalement dans les tout premiers mois de cette année 2021. Voilà, j'ai pas plus de visibilité là-dessus. Peut-être que j'en saurai plus là aussi à la réunion de demain soir. Pour en finir avec la SNCF et le réseau italien, cette convention de 1970, ça y est, elle va être revisitée, ratifiée. Enfin, ça fait des années qu'on le demande, ça fait des années qu'on nous dit mais oui, elle est en discussion. Bon, visiblement, il n'y avait pas tant de discussions que ça sur le sujet à un niveau intergouvernemental. Et aujourd'hui, oui, vraiment, les renégociations avancent et vraisemblablement, il pourrait y avoir donc une nouvelle convention proposée au Parlement français et italien peut-être au tout début de l'année 2022. Donc voilà, on est sur une véritable perspective enfin de voir cette ligne pérennisée avec un avenir et avec des autorités françaises et italiennes qui s'accordent sur la répartition équitable des coûts de financement, des coûts de fonctionnement entre la France et l'Italie. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps qu'on ne peut que évidemment saluer. Alors, d'autres sujets, bien sûr, qui préoccupent un peu tout le monde et les gens qui nous regardent. 56 personnes aujourd'hui, merci en tout cas. Je vais en profiter pour faire un petit bonjour à Isabelle qui est là, et Isabelle et Georges derrière, à qui je fais le salut réglementaire, bien entendu, comme toujours. Christian est avec nous, ainsi que Philippe et Fabienne, Denis, Max, Lo, Geneviève, que je salue, bien sûr, Pascal, Paul Rey, notre délégué à Libre, qui est là, Gall, Françoise Guilhelmy, bonsoir, Janine, Francis, bonsoir, qui vous salue tous, et qui vous donne leur vœu aussi, Jean-Marie, Jean-Paul, qui est du côté de Paris et qui vous salue, Monsieur le maire, Soleil Royal, notre ami Laurent est avec nous aussi, bonsoir, salut Laurent, Nicolas, voici Pierra qui est avec nous, Chacha avec peux-tu déplacer ton logo en direct que nous puissions voir le visage de Monsieur le maire? Aïe, je n'ai pas le logo en direct ici, effectivement. Alors voilà, ça c'est une chose, je n'ai pas le retour du logo en direct, alors je vais juste baisser le visage de Monsieur le maire, le voilà, et normalement ça devrait passer.
Désolé, parce que ça, j'ai pas le retour ici. C'est peut-être plus agréable de voir le logo, je ne sais pas. Non, faut pas exagérer. Voilà. Donc le GBC, vous me dites hein, si c'est bon. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne vois pas. Merci en tout cas de me le signaler. Je ne l'ai pas sur le retour. Moi, j'ai le logo en direct. Il est complètement décalé par rapport à l'image. Donc voilà. J'espère que c'est bon. Mais merci de me l'avoir signalé. Denis qui me dit vous devez vous souvenir que la route du col de Bruys, c'était la nationale avant. Quand il n'y avait pas l'autoroute, tout le monde passait par là, aimait la route du col de Bruys. Voilà. Alors, Denis, c'est bien parce que lui, il habite juste au-dessus, et c'est lui qui me renseigne sur les centimètres de neige quand il y a eu, voilà. Vive la route du col de Bruys, nous dit Gal, en voiture, en vélo, super pour moi, et la vue par beau temps, un rêve. Notre ami Pomarède Pomme-Georges est là. Bonsoir, monsieur le maire, un grand merci pour vos informations. Bonsoir aussi à Amédée. Oui, tant qu'à faire. Voilà. Et si on se met en mode paysage, c'est mieux, voilà. Non, monsieur le maire est agréable à regarder. Ok, je sors. Merci. Bon, voilà donc pour ces premières questions. On va passer à un autre sujet, la reconstruction. On a déjà une bonne nouvelle la semaine dernière, c'est le renouveau, la réouverture du commerce du tabac sur la place Biancheri. Du tabac donc de Véronique. On sait que le Biancheri ouvrira ses portes, notamment on pense au printemps, le temps de faire les travaux, de commander le store, le nouveau. On sait que le Spar aussi ouvrira vers le printemps. C'est une bonne nouvelle de voir ces commerces réouvrir. Ah bah c'est évidemment une excellente nouvelle. Je suis très heureux de constater que quasiment l'ensemble des commerces qui ont été touchés par la tempête Alex ont l'intention de rouvrir et de reprendre leur activité. Il y a des aides financières qui leur ont été accordées, en particulier par la CARF, par l'intermédiaire d'Initiative Menton Riviera, mais aussi par le département, la région, par l'intermédiaire de la Chambre de commerce et d'industrie. Je souhaite évidemment que les assurances jouent tout leur rôle et fassent en sorte de les indemniser à la hauteur des dégâts qu'ils ont subis. Et je me réjouis vraiment de cette volonté de reprendre l'activité, de cet attachement que démontrent aujourd'hui ces commerçants à notre village. Et il y a eu tout de suite après la tempête, la petite pause qui a pu reprendre son activité un petit peu au-dessus. Nous avons un nouveau commerce, un petit magasin de vélo qui a ouvert sur la place Biancheri en lieu et place de l'onglerie qui pour le coup a fait le choix de ne pas reprendre son activité après la tempête. Et aujourd'hui, nous avons le tabac à la Frayère qui reprend également son activité sur la place Biancheri. Et je remercie vraiment Véronique et Marco Brunori qui ont tout fait pour effectuer les travaux et pouvoir nous proposer une reprise de l'activité commerciale dans ce secteur du village qui a été durement touché. Avec le petit plus, maintenant il y a même le café chez Véronique. Et on n'y va pas que pour les cigarettes, voilà. Notamment. Je ne bois pas de café, je ne fume pas, mais on peut y aller pour autre chose aussi. Non, effectivement, il y a d'autres choses, et notamment le retour je le dis en tant que correspondant, mais c'est le retour aussi du Nice Matin pour les abonnés dans le centre. C'était un petit peu difficile pour eux d'aller chercher leur quotidien. Voilà. Question de Pomarède, de notre Georges. Est-ce que le bar des Alpins pourra réouvrir et où? Il nous manque trop. Alors évidemment, je souhaite que le bar des Alpins rouvre et je suis en train actuellement d'étudier et de travailler sur une solution pour que le bar des Alpins puisse rouvrir aussitôt que les règles sanitaires le permettront et qu'il puisse rouvrir au cœur du village, c'est-à-dire à l'endroit... en tout cas pas loin de l'endroit où il était jusqu'à présent. Le lieu où il était installé, c'est foutu, excusez-moi, mais voilà, on sait que c'est pratiquement, j'allais pas dire irréparable, j'allais dire, on peut pas, irrénovable, je sais pas si ça se dit.
Alors, j'espère que non, parce que réhabilitable. Ce bâtiment dit du presbytère, qui était l'ancienne mairie de Breil-sur-Roya, est un beau bâtiment que j'espère pouvoir sauver. Mais le fait est que cette place Brancion est depuis longtemps touchée par des instabilités du sous-sol, des affaissements de terrain, et ceux-ci se sont aggravés avec la tempête Alex et la crue de la Roya. Et donc nous avons aujourd'hui la quasi-totalité de la place Brancion qui est sous le coup d'arrêtés d'évacuation et qui ne peuvent pas être occupés. J'ai fait venir à la charge de l'assurance de la commune un bureau d'expertise qui a été à voir l'état de ce bâtiment pour éventuellement pouvoir démentir ce qui avait été dit par les experts de la préfecture et qu'on puisse le réintégrer, mais le bureau d'expertise qu'on a mandaté rejoint l'avis des experts de la préfecture et il nous dit que ce bâtiment est aujourd'hui trop fragilisé pour pouvoir être occupé en toute sécurité. Et donc, en fait, c'est l'ensemble pratiquement de comment ça s'appelle, de la maison Guidi jusque pratiquement à la 4 Breil. Jusqu'à la 4 Breil, voilà, mais pas la 4 Breil. Mais pas la 4 Breil, oui, voilà. Tout à fait. Mais à peu près de la maison Guidi jusqu'à la 4 Breil, là où il y avait les majorettes, tous les immeubles, il y avait la fanfare par exemple. Tous les immeubles entre la maison Guidi et celui qui est accolé à la 4 Breil sont sous le coup d'un arrêté d'évacuation. Ce qui est terrible, y compris une partie de l'église. Y compris une partie de l'église Sancta Maria in Albis. Alors, d'ailleurs, j'ai vu que dans l'ordre du jour, il y avait aussi des travaux pour le retable sur l'aile ouest, me semble-t-il. Oui, avec... Pas le retable, Oui, c'est ça, le retable. Avec quelques affaissements qui ont été constatés au fond de l'église, on a décidé, à la demande des architectes des bâtiments de France, de déposer, d'enlever ce retable qui était au-dessus d'un autel qui lui-même s'est effondré pour le mettre en sécurité, ce qu'on a fait rapidement et ce qui sera pris en charge par en particulier le département dont les responsables du patrimoine étaient venus et avaient visité l'église Sancta Maria in Albis. Pour reparler de quelques perspectives pour cette place Brancion, tout le monde sait aujourd'hui que la maison Guidi doit être démolie, a vocation à être démolie. D'ailleurs, ça a été voté au conseil municipal, le premier auquel que vous aviez présidé d'ailleurs. Un des premiers. Nous avions effectivement voté le principe de l'acquisition et de la démolition de l'immeuble Guidi. Nous avons constitué le dossier de Fond-Barnier qui doit passer en commission assez rapidement. Et j'espère effectivement que nous pourrons le démolir dans les meilleurs délais. Cela étant dit, il y aura tous les autres immeubles de la place qu'il faut traiter, et avec d'autant plus d'urgence aujourd'hui que ça s'est aggravé pendant la tempête Alex. Et donc ce qui doit être réalisé, et je suis en discussion avec la CARF là-dessus, c'est une étude globale de la place qui nous dirait immeuble par immeuble si on doit démolir ou si on peut reconstruire. Et comme à ce moment précis, vous n'avez pas encore toutes les informations. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Même. Pas du tout. Il n'y a jamais d'étude qui a été faite sur l'ensemble de la place pour nous dire quelle solution pour quel immeuble. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait cette étude globale sur tous les immeubles de la place afin qu'on puisse savoir quelle est la procédure qu'on doit enclencher, de la rénovation, et auquel cas les assurances doivent entrer en jeu, et ou bien la démolition, et à ce moment-là, ce sera normalement du 100% pris en charge par les fonds Barnier, mais voilà, là il faut des expertises approfondies parce que c'est le sous-sol qui est en cause, et il faudra également, dans la mesure où on décide de reconstruire un bâtiment, je pense en particulier à celui du presbytère, le nouvel immeuble Bar des Alpins, puisqu'il y a l'ancien immeuble Bar des Alpins qui lui sera plutôt voué à la démolition, mais j'espère que... Là, on parle vraiment de démolition, ce sera démoli, ça va pas... On connaît le problème de ces immeubles qui sont les uns contre les autres, et cet effet domino qui pourrait exister, ça non plus, vous n'avez pas de précision quant à ces... Oui, et en même temps, ce n'est pas la première fois qu'un immeuble est démoli en centre-ville, avec un immeuble à gauche, un immeuble à droite, c'est un immeuble derrière, ce sont des choses qui se font souvent, et les technologies permettent de le faire. Donc c'est possible. C'est possible, et ce sera la solution qui sera vraisemblablement choisie pour quelques immeubles qui sont dans un état de délabrement trop avancé. Et ça, bien sûr, ce seront les études qui le diront. Et encore une fois, ce n'est pas un plaisir pour moi de réaliser étude sur étude, mais ce sont des contraintes qui s'imposent à nous et qui seules permettront de résoudre ce problème de la place Brancion. Mais sans attendre qu'on en sache plus sur l'avenir du bâtiment du presbytère, on va
trouver une solution pour reloger le bar des Alpins, non loin de là. Il y a le bar des Alpins, il y a l'agence provençale. Et l'agence provençale. Donc je me suis laissé dire qu'elle pouvait avoir peut-être une solution du côté de l'écomusée des merveilles derrière. Il y avait peut-être cette possibilité. Oui, il y a une autre solution qui est privilégiée et qui serait en cœur de village, au même titre que le bar des Alpins. Nous y travaillons. Avec ce que j'étais en train de dire, avec une bonne nouvelle dans cette place Brancion, c'est que l'église et la chapelle de la Miséricorde, pas l'église, la chapelle de la Miséricorde semble beaucoup moins touchée que ce qui paraît, puisque vous y procédez des mariages, puisque elle a servi pour l'aide humanitaire des pompiers, donc elle est touchée, certes, mais exploitable. Oui, c'est assez original. À Breil-sur-Roya, nous célébrons des mariages civils dans une ancienne chapelle. Bon, ouais. Voilà, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait, oui. Donc oui, la chapelle de la Miséricorde, a priori, n'a pas bougé. Oui. Ce qui est une bonne chose. On a juste vu le bois qui avait un petit peu souffert, mais qui semble se remettre petit à petit. À peine, mais à cause de l'eau. Le plancher, oui, à cause de l'eau, voilà, tout simplement, puisqu'il y a eu, on va dire, une soixantaine de centimètres d'eau dans la Miséricorde, donc ça a pu un petit peu abîmer les boiseries sur la partie basse et le sol lorsqu'il y a du plancher. Oui, maintenant, elle semble beaucoup moins touchée que les autres. Quand on voit la chapelle Sainte-Catherine, qui est dans un malheureusement sale état, alors qu'elle avait été entièrement rénovée, on sait qu'elle est pratiquement pas exploitable en l'état, quoi. La chapelle Sainte-Catherine a subi des dégâts au niveau du sol, évidemment, tout le système de chauffage au sol, etc. Toute la sonorisation, évidemment, ainsi que les pianos, et en particulier le piano Pleyel qui était à l'intérieur, qui venait juste d'être rénové. Qui venait juste d'être rénové, qui n'avait même pas été vraiment inauguré, et qui a subi des dégâts vraisemblablement importants, mais on va travailler là-dessus. Je pense qu'on pourra compter sur des dons et sur la Fondation du patrimoine. Mais on a une bonne nouvelle. Il est réhabilitable encore, ce piano, à mon avis. Je ne sais pas. Il n'y a pas encore d'experts qui se sont penchés dessus, mais je pense que ça viendra assez rapidement. Pour ce qui est de la Sainte-Catherine, on a quand même une bonne nouvelle, c'est que le sol de la Sainte-Catherine, avant la tempête, était déjà délabré pour tout un tas de raisons, de l'usure, etc. C'est vrai qu'il montrait une usure. Ça, il était sous le coup d'une garantie décennale. Et nous étions vraiment à la limite de la garantie décennale, et nous avons fait le nécessaire auprès de l'entreprise pour faire marcher cette garantie. Et ça a été acté, et donc en principe, l'entreprise va venir pour rénover le sol de la Sainte-Catherine, qui en aura doublement besoin, puisqu'entre-temps, on a eu aussi la tempête Alex. Donc en principe, la salle Sainte-Catherine pourra être remise en état, j'espère, dans des délais relativement courts et à moindre coût pour la commune. Alors on est puisqu'on est sur les bâtiments, on va dire communaux. Il y a une chose, c'est la mairie. La mairie, c'est quand même un point important pour les habitants, pour le maire que vous êtes. On a tout un rez-de-chaussée qui est complètement détruit. De même que les anciens locaux du CCS et les anciens locaux de l'Office du tourisme. Qu'en est-il de cette reconstruction, de cette réhabilitation de ce bâtiment qu'est la mairie là? Alors, on a prévu de lancer en 2021 une grosse opération d'investissement pour rénover donc le rez-de-chaussée de la mairie, mais comme tu l'as dit, également le local de l'Office de tourisme, le local du CCS qui se trouve derrière la Sainte-Catherine et les toilettes publiques qui se trouvent entre les deux bâtiments. C'est une opération qui sera assez lourde, qui n'est pas encore chiffrée, qui le sera d'ici la fin du mois, qui va inclure aussi la rénovation de tout le système, le remplacement de tout le système de chauffage, puisque la chaudière qui se trouvait dans la cave a été détruite, également tout le système téléphonique de la mairie qui a été anéanti pendant cette catastrophe. Donc voilà, des travaux quand même assez importants, assez lourds, et que nous essaierons au maximum de réaliser en régie, puisque nous avons au sein des services techniques de la commune des ressources, des compétences et des agents qui, dans les différents domaines, sont en mesure de réaliser ces travaux de réhabilitation. Ce sera également d'ailleurs l'occasion de réaménager un petit peu le rez-de-chaussée de la mairie. C'est ce que j'allais vous demander. Pour le rendre plus pratique, pour le faire mieux, parce que dans ce domaine-là, comme dans d'autres domaines, nous ne voulons pas reconstruire bêtement à l'identique. Nous voulons reconstruire mieux en tirant les leçons
des erreurs du passé et en faisant en sorte, par exemple, que le système de chauffage ne soit plus dépendant d'une grosse chaudière au fioul qui se trouve dans la cave et qui se retrouve détruite lorsqu'il y a une crue. Bon, une crue quand même assez importante quand même pour inonder les caves de la mairie. C'est clair. Mais tout de même, et on essaiera d'aller sur des systèmes de chauffage plus économiques, plus écologiques et également plus viables, en tout cas qui ne seraient pas détruits en cas de catastrophe similaire. Très bien. Je voulais vous demander aussi, est-ce que les services reprendront leurs endroits? Est-ce que ça sera à l'identique au niveau des services? C'est-à-dire qu'on retrouvera... Ça, vous ne pouvez pas le dire encore. Est-ce qu'on retrouvera l'office du tourisme là où il était? Est-ce qu'on retrouvera les services comment ça s'appelle, du policier municipal ou de l'urbanisme? Voilà. Est-ce que ça sera pareil ou est-ce qu'il y aura peut-être des aménagements justement là aussi? C'est en réflexion. Il y aura sans doute de petits aménagements, pas de gros bouleversements, en tout cas dans un premier temps. Nous allons, je pense, pour commencer, refaire tous les bureaux et ils seront attribués de manière à peu près similaire à ce qui était le cas avant la catastrophe, mais voilà, avec quelques petits aménagements et puis surtout des aménagements futurs que j'ai en tête et notamment cette réorganisation plus globale des locaux communaux que j'avais évoqué pendant la campagne, qui faisait partie des axes de mon programme et qui pourrait être un petit peu accéléré du fait de cette catastrophe-là. Mais quand tu me poses la question, est-ce que les services vont retrouver leur place d'avant, il y a un service auquel je pense tout de suite, évidemment, c'est les services techniques qui ne peuvent pas. J'allais y venir, justement. On parle de la mairie en centre-ville, mais on parle bien sûr des services techniques que j'ai eu la chance de visiter ce matin. Hein. J'avais rendez-vous avec votre adjoint Daniel Jordan, qui m'a gentiment fait visiter les Algeco qui ont été prêtés par l'Oxam et équipés par... acheminés par la Croix-Rouge monégasque. Voilà. Donc je les ai visités ce matin. Il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore des aménagements à faire, mais voilà. Ils ont les pieds au sec. En tout cas, et ça c'est une autre chose. Donc voilà, il y a ces aménagements-là qui ont été, et vraisemblablement on peut dire que les services techniques vont rester plus ou moins dans ce coin-là, quoi qu'il arrive. Alors d'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est que les services techniques ne retourneront jamais là où ils étaient jusqu'à présent. Voilà. Je ne sais d'ailleurs même pas ce qu'on pourra faire de ces garages qui jadis abritaient la caserne des pompiers, qui depuis quelques années maintenant accueillaient les services techniques et qui ont été inondés jusqu'au plafond. Mais d'ailleurs, il n'a pas fallu attendre la crue du 2 octobre 2020 pour qu'ils soient inondés. C'était quelque chose qui arrivait assez régulièrement. C'était 2 fois par an pratiquement. Donc les services techniques aujourd'hui, comme tu dis, ont les pieds au sec dans ces Algeco provisoires qui nous ont été fournis gracieusement par l'Oxam et avec un acheminement payé par la Croix-Rouge monégasque. Et c'est évidemment du provisoire. L'objectif, c'est de pouvoir très rapidement récupérer un nouveau bâtiment. Il y a beaucoup de bâtiments qui sont propriétés de la SNCF et qui pourraient se prêter, en particulier dans ce secteur de la gare, à de nouveaux locaux techniques. Et donc, on est en discussion avec la SNCF. On a une responsable de SNCF Immo qui vient sur la commune demain et nous aurons ces discussions avec elle. L'objectif étant de pouvoir récupérer et réhabiliter un bâtiment à moindre frais pour la commune. Et comme ça, on se fera des locaux techniques dans un endroit qui ne sera pas exposé au risque d'inondation. Bien sûr. On parle bien entendu donc, de ça. En parlant des immeubles SNCF, il y en a un qui est dans le quartier Saint-Pierre aussi, ou en tout cas pas loin du quartier Saint-Pierre, qui pourrait servir de logement, tout comme la douane au pont de Nice. Donc je vois de temps en temps des gens... passer, prendre des mesures, ça a été débroussaillé. Je parle de la douane, hein, là où vous avez grandi d'ailleurs, me semble-t-il. Oui. Voilà, donc ça aussi c'est en cours de réhabilitation et peut-être en cours d'achat, je sais pas. Voilà, moi j'avais identifié depuis déjà pas mal de temps un certain nombre d'immeubles à l'abandon. Évidemment, les bâtiments des douanes, l'immeuble de 6 appartements et la petite maison qui se trouve à côté, qu'effectivement je connais bien pour des raisons personnelles, et aussi 4 immeubles propriété de la SNCF dans le quartier Saint-Pierre.
Ces immeubles-là sont à l'abandon depuis longtemps, depuis beaucoup trop longtemps. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, extrêmement dommage de laisser ces bâtiments qui sont de bâtiments solides, faits à l'ancienne, si j'ose dire. Mais qui ont subi un manque d'entretien pendant des années aussi. Voilà, ne pas être entretenu pendant tellement longtemps et être resté aussi longtemps inoccupé, enfin à l'exception d'un qui accueille encore 2 locataires, mais qui n'est quasiment plus entretenu par le propriétaire qui est ICF, une filiale de la SNCF. Et donc aujourd'hui, mon souhait, c'est que ces 5 immeubles, plus la petite maison, qui appartiennent aux douanes ou à la SNCF, qui totalisent, si je ne me trompe pas, 26 appartements, puissent être repris par des pouvoirs publics, par le département pour une partie d'entre eux qui deviendraient alors des logements sociaux, et pour la mairie, pour l'autre partie, qui deviendrait alors des logements, un parc locatif classique, si j'ose dire, et qu'on puisse proposer des hébergements pour les personnes de Breil qui cherchent un nouveau logement suite à la tempête Alex, pour des personnes qui ont dû quitter Breil et qui souhaitent pouvoir y revenir, mais aussi, pourquoi pas, pour attirer demain de nouveaux habitants sur la commune de Breil-sur-Roya. Et donc c'est quelque chose à laquelle nous travaillons activement, et je dois voir les services du département et d'Habitat 06 qui travaillent là-dessus la semaine prochaine. Alors, pour terminer sur le... il y aura encore beaucoup de choses à dire, voilà, on pourrait y passer, je crois, même une demi-journée, mais pour terminer un peu sur le sujet, il y a le quartier de l'Isola. On a beaucoup, d'ailleurs je vous ai vu, c'était dimanche, le jour de la distribution de la galette des régions, de la région, pardon, à la population, où vous étiez là, vous êtes pratiquement sollicité en permanence par les gens qui viennent et qui vous disent j'ai un problème d'assurance, j'ai un problème de ci, j'ai un problème de là. Certaines assurances n'ont pas beaucoup joué le jeu, n'ont pas bien joué le jeu sur les remboursements, ou voilà, notamment à l'Isola par exemple, où il y a des gens qui attendent encore des experts et qui ne savent même pas si leur maison est viable, s'ils pourront y rentrer, s'ils doivent partir. Qu'en est-il de l'Isola ? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Oui, on me remonte régulièrement des problèmes avec des assurances qui ne prennent pas en charge les dégâts, ou qui les prennent en charge de manière totalement insuffisante au regard des frais que vont devoir occasionner les propriétaires. On a eu sur la commune beaucoup de gens, notamment en bordure de la Lavina, de la Maglia, même de la Roya, qui ont perdu leur terrain, et les terrains sont très rarement assurés, il faut le dire, et donc dans ces cas-là, les gens n'ont droit à aucune indemnisation, et malheureusement, je ne peux rien faire. Vous aviez fait remonter les dossiers qui devaient vous parvenir pour des remboursements en cas de glissement de terrain qui avait été... est-ce que je m'exprime peut-être assez mal sur... On a été reconnu en état de catastrophe naturelle dès les quelques jours qui ont suivi la tempête pour inondation et coulée de boue. Et nous attendons toujours la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain et les glissements de terrain. Ça va arriver. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. D'autres communes ont été reconnues pour des situations identiques, comparables, et on va faire, j'imagine, d'ici quelques jours, quelques semaines tout au plus, on aura cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ce qui permettra à chacun de se retourner vers son assurance pour obtenir une indemnisation lorsque, par exemple, un mur est tombé pendant la tempête Alex sur une maison, sur une voiture, ou lorsque des terrains qui étaient assurés ont été emportés par un glissement de terrain. Voilà, il y aura cette reconnaissance qui doit survenir. Après, effectivement, il y a quelques anomalies au niveau des assurances. Lorsqu'il y a des situations qui vous paraissent anormales ou qui vous paraissent scandaleuses, vous pouvez également m'en faire part, me faire simplement un mail, me faire remonter le problème, et j'en référerai à la Fédération des assurances qui pourra me dire si cette situation est normale ou pas, si l'assurance est dans son bon droit ou pas, et à ce moment-là, ils pourraient eux-mêmes se retourner vers l'assurance pour essayer de débloquer cette situation. Au-delà de ça, je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre sur le sujet des assurances. Bien, ouais. Et puis, et c'était la question principale que tu m'as posée, il y a des assurances qui attendent de savoir quel sera l'avenir du bien sinistré. Et c'est en particulier le cas dans le secteur de l'Isola,
où, avant de financer des travaux de réhabilitation, les assurances veulent savoir si l'immeuble pourra continuer, ou la maison pourra continuer d'être habitée, si on aura le droit de refaire des travaux dans ce secteur-là. Voilà. Donc, évidemment, pour les propriétaires, c'est une attente absolue. Et pour les locataires aussi, pour ceux qui y habitent, c'est une attente terrible, terriblement longue. Ça fait déjà 4 mois que ça dure. Et ce que nous attendons, c'est au-delà de l'expertise bâtimentaire qui a déjà été réalisée. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, les immeubles qui se trouvent à l'Isola ne sont pas durement fragilisés. Il y en a qui ont été un petit peu fragilisés, mais qui, moyennant de petits travaux, pourront être réintégrés. Mais la grosse inconnue, et ce que nous attendons, c'est de savoir est-ce que la préfecture, la DDTM, nous autorisera de continuer d'habiter dans cette zone dont on sait qu'elle est, au moins en partie, en grande partie, exposée au risque d'inondation. C'est ça la question essentielle à laquelle nous attendons tous une réponse. La préfecture nous l'avait annoncé pour la fin de l'année 2020. Ensuite, on nous a dit dans les 15 premiers jours de janvier. Il y a 3-4 jours, on nous disait d'ici une dizaine de jours. Donc je peux quand même dire que c'est imminent. Et je sais que certaines personnes, notamment au sein du conseil départemental, ont pu avoir un aperçu de ce porter à connaissance que nous attendons. Donc il arrive. Et je pense que voilà, d'ici quelques jours, 2 semaines tout au plus, on devrait avoir ce porté à connaissance, qui nous éclairera enfin sur l'avenir de la commune, qui nous dira est-ce qu'on doit, quelles sont les zones où on doit raser, quelles sont les zones qu'on doit rendre à la nature, quelles sont les zones où on peut continuer d'habiter, mais où on ne peut plus rien construire de nouveau. Bon, en sachant que l'Isola était déjà en zone rouge par rapport au plan de prévention des risques, mouvement de terrain. Donc ça ne changera pas grand-chose sur ce secteur-là, par exemple. Et au niveau des constructions, non, des nouvelles constructions, mais on est des réhabilitations de bâtiments qui existent déjà, ça pourrait changer. Bien sûr. Et donc, et quelles sont en revanche les zones qui ne sont pas considérées comme étant exposées à un risque et qui pourront être réoccupées. Effectivement, on a à ce stade, et je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, 2 secteurs qui sont particulièrement exposés et que nous allons regarder évidemment avec beaucoup d'attention, c'est l'Isola et Pienne-Basse. Ouais. Qui sont 2 secteurs qui ont été assez durement inondés et qui risquent d'être au moins en partie dans une zone où on ne pourra plus construire, voire dans une zone où on devra détruire. Et ça, c'est la grande inconnue. Mais la vraie question, c'est jusqu'à où est-ce que l'État va étendre le principe de précaution ? Est-ce qu'il va véritablement considérer que la tempête Alex doit être l'élément de référence ? Et est-ce qu'il faut vraiment se baser là-dessus pour déterminer ce qu'est une zone inondable ? À ce compte-là, on rase aussi la place Biancheri, la place Brancion, le boulevard, la moitié du boulevard Rouvier. Je pense qu'il faut être raisonnable. Et je pense qu'il ne faut pas étendre de manière déraisonnable le principe de précaution. Il faut trouver un équilibre entre l'impérieuse nécessité de mettre en sécurité les populations et la nécessité de maintenir la vie dans notre commune. Et donc ça, je serai extrêmement vigilant là-dessus. Je ne laisserai pas, par exemple, toucher au centre du village, au centre ancien du village de Breil-sur-Roya. Et je regarderai pour les autres secteurs, au cas par cas, quels sont les immeubles où on peut raisonnablement penser que les habitants étaient exposés à un risque, et quels sont les secteurs où, en revanche, il y a eu 5 cm d'eau et aucun risque pour les occupants. Voilà, il va véritablement falloir regarder, et si l'État ne fait pas dans la dentelle, il faudra que nous, on le fasse. Voilà. Et ce sera des négociations, ce sera sans doute compliqué, mais c'est toujours mieux que de ne pas savoir. Mais bien sûr. Le pire pour les propriétaires, c'est de ne pas savoir. Et beaucoup sont encore dans le flou, malheureusement. Alors, si vous voulez bien... Oui, pardon. Oui, simplement pour terminer sur ce sujet, il faut savoir que s'il y a certains secteurs où on considérera qu'on doit détruire ce qui est construit, ce sera des procédures de fonds Barnier, ce qui signifie que les propriétaires seront indemnisés, qu'on leur rachètera leurs biens, tous leurs biens, la maison et le terrain. D'accord. Et qu'on leur rachètera à la valeur du bien la veille de la tempête Alex. D'accord. En ne tenant pas compte, évidemment, des dégâts qu'il a subis depuis.
Et à ce moment-là, eh ben, la personne sera indemnisée et le bien sera racheté par des pouvoirs publics. Alors, ce sera peut-être l'État, peut-être la commune, peut-être la CAF, et il sera ensuite détruit et les propriétaires pourront se racheter un nouveau bien ailleurs avec l'indemnisation qu'ils auront reçue. Ce qui n'empêche que pour le quartier de Zola, ce sont quand même des gens qui sont là depuis des décennies, voire des générations. Oui. Et il y a sûrement un attachement autre que l'attachement financier qui ne rentre pas en ligne de compte, bien entendu. C'est évident. Mais quelquefois, il faut savoir aussi que dans certains secteurs vraiment exposés, c'est parfois préférable à une situation d'entre-deux où on se retrouve avec une maison dans laquelle on peut continuer d'habiter, mais qu'on ne peut plus reconstruire, par exemple, si demain elle brûle, qu'on ne peut plus assurer parce qu'aucun assureur ne veut assurer un bien qui se situe dans cette zone-là, qu'on ne peut plus vendre, et donc se retrouver d'une certaine manière un petit peu emprisonné dans sa propre maison, et qui avec une maison qui ne vaut plus rien. Donc tout ça, c'est quelque chose que, bien sûr, chaque propriétaire appréciera en fonction de tout un tas de raisons qui leur sont propres, y compris des raisons affectives, parce que ce sont des biens qu'ils occupent pour certains depuis vraiment longtemps. Mais voilà, il faudra regarder la situation froidement, il faudra faire preuve de pédagogie, et s'il y a des choses qui nous paraissent anormales dans les décisions prises par la préfecture, eh bien, il faudra les contester. Ce premier porté à connaissance n'est qu'un premier jet qui fige une situation et qui sert de base à une discussion qui va durer 1 an, 2 ans. Donc, tout ce qui est accepté par les propriétaires, je pense, on pourra engager les procédures de fonds Barnier notamment, et pour ce qui est refusé par les propriétaires, eh bien on pourra en discuter. Voilà. On devra en discuter. Très bien. Alors, vite fait, un petit tour sur les sujets, avant de passer au 3e sujet que je voulais aborder avec vous, qui va nous demander aussi pas mal de choses. Je sais que vous savez pas tout, hein, on le dit, on le répète, mais quand même, on m'en voudrait de pas pouvoir l'aborder. Le chapiteau et l'espace loisir. Voilà, ça reviendra à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a des possibilités où il faudra se trouver ailleurs? Alors moi, j'aimerais pouvoir refaire, sinon un chapiteau, tout au moins une structure de loisirs à cet endroit-là. J'aimerais qu'on puisse réhabiliter cette petite buvette qui nous était quand même bien utile, en particulier pour nos festins. Bien sûr. Mais là aussi, moi, j'attends le porter à connaissance de la préfecture. Là, on tombe toujours dans le même cas. Hein. Est-ce qu'ils ne vont pas considérer que le chapiteau qui n'est plus là maintenant, que l'espace loisir et la buvette sont dans des zones où on doit tout raser et qu'on doit rendre à la nature? Je ne le sais pas. D'accord. Voilà, et ça fera partie des débats que je vais avoir avec la préfecture là-dessus. Parce que je considère qu'autant il n'est pas raisonnable d'habiter dans certaines zones exposées au risque d'inondation, autant il y a certaines infrastructures, notamment des gradins, chapiteaux, une buvette qu'on n'utilise que très ponctuellement, qui ne présentent pas de risque. On ne va pas faire un festin en pleine tempête Alex. Voilà, donc il n'y a pas de risque. De la même manière qu'on va être amené à avoir cette discussion pour la piscine. J'allais y venir, Est-ce que la piscine sera considérée comme devant être détruite par la préfecture ou pas, en sachant que la structure est bonne et que les experts bâtimentaires qui sont venus ont dit que la structure ne présentait pas de risque en l'état. La structure en elle-même. Maintenant, on sait très bien, vous et moi, que ça coûte une fortune à entretenir, que la remettre en état coûterait une deuxième fortune. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas prendre une décision un peu radicale et se dire, ok, quitte à revenir sur d'anciens projets, peut-être même au même endroit? Si on considère déjà que la structure du bâtiment est bonne, si on considère aussi qu'on ne va pas en faire un hôtel ou des habitations, et que donc personne n'y dormira. D'ailleurs, on ne fera plus de camping à l'endroit où le camping se trouvait auparavant. Et qu'on décide d'y maintenir, qu'on nous autorise, la préfecture nous autorise à y maintenir des activités sportives, festives, qui ne présentent pas véritablement de risques. À ce moment-là, il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter pour cette piscine. On peut en refaire une piscine, ou on peut la remettre en état, tout simplement, ou on peut imaginer, au contraire, utiliser le bâtiment pour faire un autre type de structure, une salle des fêtes. Est-ce que ça ne serait pas préférable ou je ne sais quoi. Refaire une piscine pour refaire une piscine, excusez-moi monsieur le maire, mais on sait que ça coûte 90 000 € d'entretien, on sait qu'on a des difficultés à trouver un maître nageur, voilà,
je suis un peu bien passé pour le savoir avec l'Aquatic Breaker qu'on avait monté avec votre adjointe Sandra Jordan. Pas votre adjointe, pardon. Excusez-moi. avec la femme de votre adjoint. Voilà. Et donc. Excuse-moi pour ce lapsus non révélateur. Voilà, on sait que ça coûte de l'argent. Est-ce que ce serait pas une folie de se dire de retomber dans les mêmes travers? Une folie, non, mais c'est des questions qu'on doit se poser. Oui. C'est évident. En tout état de cause, si jamais on devait remettre en état cette piscine, bon, il faut savoir qu'on va déjà dépenser presque 200 000 € rien que pour faire le nettoyage de la piscine, sans évacuer tout ce qui a été cassé, etc. On va devoir dépenser plus de 200 000 €. Pour ça, ça va être pris en charge par l'assurance de la commune, mais c'est quand même des sommes très importantes. Et si on la remet en état, ce sera des sommes encore plus importantes. Et combien coûterait le fait de la détruire et d'en faire autre chose? Est-ce qu'on n'aurait pas... Je sais pas, excusez-moi, non, mais c'est une très bonne question, on l'a pas encore évalué. En tout état de cause, il est hors de question de refaire une piscine, de rénover cette piscine couverte pour en refaire une piscine, si on n'a pas préalablement géré la question de la prise en charge du coût de fonctionnement. Il est hors de question que la commune de Breil se retrouve de nouveau avec un déficit de 140 000 € par an à absorber si on décide de refaire la piscine à cet endroit-là. Bon, il faut encore que la préfecture nous y autorise, ça c'est un autre débat, mais si on décide de le faire et si on y est autorisé, il faut qu'on ait pensé d'abord la question du coût de fonctionnement et qu'on sache qui prend en charge le fonctionnement de cette piscine. Ça ne peut pas être la seule commune de Breil. Il faut que si cette tempête Alex doit avoir un point positif, c'est qu'elle doit nous permettre de tirer, de repartir sur de nouvelles bases et en ne reproduisant pas les mêmes erreurs qui ont été réalisées par le passé. Deuxième question, quand on parle d'infrastructures sportives notamment, il faut qu'on réfléchisse à l'échelle de la vallée. Et il y a des vraies questions qui sont à se poser. Il faut qu'on arrête de penser nos projets d'infrastructure seuls dans notre coin, en sachant qu'il ne peut pas y avoir 3 piscines sur la vallée, on est bien d'accord. Est-ce qu'on a besoin de 2 piscines dans la Roya? Non. Peut-être que si, mais s'il y a besoin de 2 piscines dans la Roya, ce qui en soi se discute, est-ce qu'il faut que ce soit une piscine couverte, une piscine découverte? Est-ce qu'il faut que ce soit 2 piscines découvertes? Est-ce qu'il faut que ce soit une piscine pour pratiquer de la natation et une piscine de type bassin de baignade écologique, comme ça existe comme ça existait malheureusement à Roquebillière, ou comme ça existe à Clans. Voilà, ça c'est des réflexions qui doivent se mener, et qui doivent se mener à l'échelle de la vallée de la Roya. Et je dirais même plus, dans le cadre d'un syndicat mixte que nous appelons de nos voeux depuis longtemps, et dans lequel il faudrait qu'il y ait les 5 communes de la Roya, le département et la CARF, pour gérer aussi les financements de tout ça. Bien sûr. Et la question se pose exactement de la même manière pour le stade. Pour le stade, oui, mais le stade avec comme difficulté moindre qu'un stade, à part des vestiaires qui peuvent être inondés, ça porte pas à grandes conséquences. Oui, et comme difficulté supplémentaire, le fait qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'espace suffisamment vaste pour refaire un stade. Donc il va y avoir effectivement de vrais sujets là aussi. Le camping, Breil aura un jour un camping ailleurs, c'est possible ? Alors, je pense que Breil a besoin d'avoir un camping. Qu'il en ait besoin, c'est une chose certaine. S'il en a besoin, il en aura un. Voilà, on va y travailler. Je ne sais pas le temps que ça prendra. En tout cas, on ne peut pas espérer en avoir pour la saison d'été 2021. On essaiera d'avancer le plus rapidement possible dans l'espoir de pouvoir en avoir un pour la saison d'été 2022. C'est une réflexion qu'on mène. Et ce sera évidemment pas sur le terrain où il était jusqu'à présent. D'ailleurs, le concept du camping en bordure de rivière qui avait son charme, incontestablement, aujourd'hui est en voie de disparition. Et il va falloir trouver un autre endroit, avec la superficie suffisante, un endroit qu'on puisse acquérir, un endroit qui présente toutes les commodités qu'on attend. Et un attrait particulier pour les touristes. Un endroit constructible. Voilà, mais je pense que c'est essentiel. On est une vallée qui avait, mais qui conserve malgré tout, un potentiel touristique énorme. Et on va devoir, ce potentiel touristique, le développer. On a perdu beaucoup avec, par exemple, la Clue de la Maglia, qui a été dévastée, avec la porte d'entrée de la Vallée des Merveilles à Casterino, qui pour l'instant est fermée, et privée de tout accès routier.
Et puis en capacité hôtelière, on a perdu énormément. Hein. On a perdu tout notre passage avec tout notre passage avec le col de Tende qui aujourd'hui est fermé et notre porte d'entrée sur la station de Limone. Donc tout ça effectivement c'est catastrophique, mais on garde un potentiel. On a notre patrimoine qui a été globalement épargné, tous nos monuments qui n'ont pas bougé, la chapelle de Notre-Dame-des-Fontaines par exemple, tout comme les différents lieux de culte qui existent sur la commune de Breil, à l'exception de Santa Maria in Albis qui a été un petit peu fragilisé. On a aussi conservé nos montagnes. Dans l'ensemble, nos sentiers de randonnée, nos sentiers de VTT et tout ça, on doit l'exploiter. On garde un potentiel touristique, mais c'est pas tout de faire venir les touristes, il faut pouvoir les héberger. C'est ce que je disais, on a une capacité d'hébergement qui a été largement amoindrie. L'hôtel Royal qui est fermé. Le fait est qu'à Breil-sur-Royan, on avait en dehors des gîtes privés et des gîtes communaux. Non, des gîtes communaux qui ne sont plus des gîtes et des Airbnb. On avait 4 grosses structures d'hébergement touristique. On avait le Castel du Roi, qui malheureusement a été dévasté par cette catastrophe et qui ne sera plus reconstruit à cet endroit-là. On peut en être quasiment certain. Le camping qui a été lui aussi entièrement dévasté et qui ne sera pas reconstruit à cet endroit-là. L'hôtel Royal qui est sous le coup d'un arrêté d'évacuation, mais dont j'ai bon espoir que moyennant quelques petits travaux au niveau de la cage d'escalier, on puisse de nouveau le réoccuper, l'exploiter. Il y a d'ailleurs des experts de la préfecture qui, à ma demande, reviennent visiter ce bâtiment-là jeudi. Donc voilà, il y a une petite perspective, mais le fait est qu'on a quand même perdu 80% de notre capacité d'hébergement. C'est catastrophique. Et donc, oui, il faut qu'on refasse un camping municipal. 2 dernières choses. L'USBTP sera bien détruit. Alors, dans les travaux dits GEMAPI, c'est-à-dire les travaux qui sont diligentés par la CARF, réalisés par le SMIAGE sur les cours d'eau, alors, pour que chacun comprenne bien, hein, c'est la CARF qui a la compétence gestion des eaux, milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est la CARF qui a cette compétence, et cette compétence, elle le délègue au SMIAGE, qui est un établissement public de bassin qui réalise les travaux. Ce sont tous les engins qu'on a vus, notamment dans le lit de la Roya, vider le lac, conforter le canal, conforter les berges, creuser un petit peu les cours d'eau, réaliser les passages busés pour désenclaver Veille, l'Aïgara, le Pertus. Et cette compétence GEMAPI et ces travaux qui sont réalisés sur les cours d'eau, qui sont financés par la CARF avec des aides du département, avec normalement aussi, nous espérons, des aides de l'État, ils vont continuer. Il y a eu une première phase de travaux d'urgence, et donc c'était les travaux qui consistaient à dégager le lit de la Roya en particulier, et rétablir ce qu'on appelle la continuité hydraulique dans les différents cours d'eau, c'était désenclaver les propriétés et c'était sécuriser ce qui se trouvait en bordure de mer. Mais c'était véritablement des travaux d'urgence. C'était à peu près 6,5 millions d'euros. Aujourd'hui, on est en train de voir plus loin et on se projette et on regarde quels sont les travaux qui vont devoir être réalisés par la suite, qui ne sont plus des travaux d'urgence, mais qui sont tout de même des travaux importants. Et là, on va monter jusqu'à 80 millions d'euros. Alors, il y a des personnes qui, aujourd'hui, s'impatientent en disant « Oui, mais le cours d'eau qui passe devant chez moi, il n'y a rien qui a été fait, il est toujours 10 mètres plus haut qu'avant la tempête Alex, il serpente et il vient continuer de ronger mon terrain. » Ce n'est pas fini. Voilà, mais ça c'est vraiment un message important à faire passer, ce n'est pas fini. Là, on est toujours dans la phase des travaux d'urgence. On a fait l'urgence à Breil, et aujourd'hui on fait l'urgence à Tende. Et l'urgence à Tende, on a commencé à la traiter beaucoup plus tard qu'à Breil, parce qu'on ne pouvait pas monter avec de gros engins jusqu'à il y a encore peu de temps. Donc il faut que chacun comprenne ça. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que les travaux d'urgence, c'est 6,5 millions et qu'on va faire 10 fois ça. Donc des travaux, il va y en avoir. Et moi, je suis extrêmement vigilant là-dessus. Et donc il y a un contrat territorial qui a été signé tout dernièrement, que j'ai voté au conseil d'administration du SMIAGE, où je représente la CARF, puisque je suis le vice-président de la CARF, délégué à la gestion des eaux, milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Enfin, ça a peut-être pas... C'est finalement pas si mal tombé, on va dire, comme délégation. Je comprends mieux pourquoi on me l'a donné. C'était avant, ça.
Bien sûr que c'était avant la tempête Alex. Je pense que personne n'avait de don de voyance à la carte. Quoique, moi je me pose des questions. Une semaine avant, vous avez fait un exercice en situation réelle, de exercice inondation et compagnie. Donc des fois je me pose des questions. Qui était beaucoup moins drôle que la réalité. Qui était beaucoup plus drôle, que la réalité, j'imagine. Que la réalité. Et donc il y a un contrat territorial qui a été passé entre la CARF et le SMIAG et qui prévoit donc dans un premier temps, je crois, 40 millions de travaux, c'est travaux de priorité 1 et 2, sachant que les travaux d'urgence étaient priorité 0, entre guillemets. Et parmi ça, il y a effectivement le confortement des berges de la Roya, la promenade Georges Clemenceau, le tour du lac, et puis toute la continuité depuis le pont, le camping, le pont supérieur, quasiment jusqu'au bout de la promenade Goulden, et la démolition du chalet USBTP. Voilà. Mais ce chalet qui est normalement toujours en zone inondable, c'est-à-dire que tout le terrain qui est autour ne devrait même pas pouvoir être exploité. C'est juste une démolition, juste pour enlever... On verra quel type d'aménagement on peut maintenir sur ce qui reste du terrain Aïgara. Mais effectivement, l'USBTP a vocation à être démoli et une bonne partie du terrain risque d'être amputée. Maintenant, on va voir ce qui restera et ce qu'on pourra faire. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose que dans le cadre de ces travaux SMIAG, eh bien, on démolisse ce chalet qui coûterait extrêmement cher à démolir à la commune et dont on ne peut plus rien faire. Avec la tempête Alex et cette catastrophe sur nos vallées, il y a une petite île qui s'est formée devant le stade. Il n'y a pas moyen de l'acquérir, cette petite île. Je serais très désireux d'y faire mon petit Robinson Crusoe. Bon, c'était une plaisanterie. Oui, je sais même pas quoi répondre à ça parce que je peux pas m'empêcher de penser à la personne qui avait une maison à Vieux-Vola au bord de la rivière et qui s'est retrouvée au milieu d'une île parce que la Roya est passée des deux côtés de son habitation. Tout à fait. Je suis pas sûr que ce soit forcément une perspective qui soit non, mais c'est un tout petit truc qui soit enthousiasmante. Mais qui est appelé à rester en fait, parce que on voit ça sur un rocher, donc ça pourrait faire peut-être une petite particularité supplémentaire de notre nouveau paysage. Bref, dernier point. Là, sur un aspect commercial, je ne sais pas si vous avez des réponses à fournir. La station Total reprend-elle son activité ? Alors, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'inconnus. D'abord, il faut savoir que ce bâtiment a été classé rouge par les experts bâtimentaires de la préfecture. Après, il faudrait peut-être aller voir plus dans le détail. Est-ce que la station et l'habitation qui jouxtaient la station sont menacées de manière égale ou pas? Donc là, il va falloir peut-être faire une expertise plus approfondie là-dessus, ce que je vais réclamer, ce que j'ai déjà réclamé, ce qui devrait être réalisé assez rapidement. Deuxième inconnu, c'est par rapport aux portées à connaissance de la préfecture. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir à cet endroit-là, ou est-ce qu'on va devoir là aussi, comme à d'autres endroits, démolir pour rendre son lit à la Roya? C'est aussi malheureusement une possibilité. Et puis la volonté, bien sûr, des propriétaires. Bien sûr, non, tout à fait. Si c'est effectivement leur souhait de reprendre cette activité, est-ce que c'est leur souhait, ce sera de vendre? Est-ce que une activité peut être maintenue à cet endroit-là? Voilà. Ça, il y a énormément d'inconnus. Dont on ne sait pas encore. Ce qui fait que malheureusement, je peux pas donner de perspective pour la station Total. Même si, pour ce qui me concerne, j'aimerais effectivement que ce type d'activité puisse reprendre. Bien sûr. Et on sait que c'est stratégique. Bon, nous, on a la chance d'avoir une autre station essence. Une autre station essence sur la commune de Breuil-sur-Roya, heureusement, et une autre sur le haut de la vallée de la Roya, mais je me mets à la place de la commune de Sospel qui depuis très longtemps n'a pas de station essence, et c'est très très compliqué. Bien sûr, tout à fait. De fonctionner quand on est dans l'arrière. Là, il y avait un côté pratique qui était que les deux stations qui ne se faisaient pas concurrence, puisqu'elles avaient puisque dans un sens ou dans l'autre, elles avaient leurs clients qui évitaient de faire des demi-tours à chaque fois. Voilà. Bon, finalement, le sens descendant-montant, le sens haut de la Roya, basse Roya était finalement beaucoup mieux en termes de sécurité par rapport au risque d'inondation. Oui, malheureusement. Par rapport à la sécurité, moi je me suis posé la question, parce que j'habite en face et je le vois tous les jours, pourquoi le bâtiment de l'Oasis n'a pas été achevé emporté par la crue? Non, emporté par la crue, ça c'est une chose. Mais pourquoi après il n'y a pas eu une décision de le faire tomber de suite?
On le maintient en état. Moi, je vois le truc qui se... Une fois n'est pas coutume, je vais te poser une question. Oui. Quel autre bâtiment est-ce qu'on a fait tomber depuis la tempête Alex? Aucun. Voilà, aucun. Non, très bien. Tout simplement parce que ce bâtiment, il a des propriétaires et qu'il y a des procédures. D'accord. Et que c'est soit sur la base d'experts bâtimentaires, soit sur la base du porté à connaissance de la préfecture qu'on décide d'enclencher des procédures pour démolir ou pas. Voilà. Donc parce que j'avais l'impression qu'il était un petit peu en train de... Oui, mais en même temps, il présente de risques pour personne. De toute façon, j'imagine bien entendu que il présente de risques pour personne. Il présente de risques pour personne et effectivement, il sera traité. Il sera traité, mais en même temps que d'autres bâtiments. Ouais. Alors, j'ai Boris Cotteroda qui me dit non, Amédée, si quelqu'un doit pouvoir l'acheter, c'est l'AS Roya. On parle de la petite île. D'accord. Généralement, pour le football, vous êtes mal barré. Pour faire un stade. Ouais, c'est ça. Pour faire un mini-stade. Voilà, donc on a fini sur ce long chapitre et on pourrait encore en dire, mais bon, en tout cas, merci d'avoir dit ce que vous saviez et puis le maximum de choses. Dernier point, et pas des moindres, nous sommes masqués ce soir. Et pour cause, nous sommes toujours sous le coup d'une menace pandémique. D'ailleurs, la reprise de cette pandémie est importante dans les Alpes-Maritimes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des conséquences sur les travaux, notamment on parlait tout à l'heure de la SNCF. Moi j'ai entendu dire qu'il y avait quand même du retard de la livraison du bon regard. Il y a quand même quelques personnels qui souffrent aussi de ce Covid. On a la vaccination qui arrive. Ma première question c'est peut-être que j'ai mal compris. J'avais entendu dire que le couvre-feu à 18h serait soumis à l'approbation des maires des communes. Or, est-ce que j'ai mal compris cette partie-là dans le discours de notre Premier ministre? Or, il se trouve que c'est le préfet des Alpes-Maritimes qui a pris la décision pour les Alpes-Maritimes. C'était bien ce que j'ai compris ou je fais une erreur? Alors, c'est tout à fait possible que tu aies entendu ça, étant donné qu'on entend à la télé absolument tout et le contraire de tout. Je ne me permettrai pas de dire n'importe quoi, même si je le pense souvent très fort. Non, mais donc c'était pas une réalité alors. Plus sérieusement, on n'a jamais demandé l'avis au maire sur quoi que ce soit. Et en l'occurrence, quand on dit c'est le préfet qui a pris l'arrêté pour les Alpes-Maritimes, oui, c'est le préfet qui l'a pris, mais c'est le gouvernement qui a pris la décision de mettre les Alpes-Maritimes sous couvre-feu. On est bien d'accord. C'est même pas le préfet. C'est le préfet qui a pris l'arrêté parce que c'est lui qui est le représentant de l'État sur ce périmètre. Mais c'est une décision qui vient du gouvernement. D'ailleurs, qui, de mon point de vue, est une décision gouvernementale absurde. Bien sûr. Parce que je ne comprends pas quel est le risque supplémentaire de laisser les gens sortir de chez eux quand ils rentrent du travail, par exemple, pour aller faire leurs courses, entre 18h et 20h. Et je pense au contraire que ça incite tout le monde, ou ça oblige tout le monde à aller faire ses courses dans les supermarchés le week-end et donc de faire encore plus de monde dans les supermarchés le week-end. Pour moi, c'est une chose qui n'a pas de sens. C'est aussi totalement criminel par rapport à nos entreprises. C'est quelque chose qui fragilise encore nos entreprises qui sont durement impactées. Toutes les entreprises qui continuaient à vivoter en faisant de la vente à emporter, par exemple, et qui aujourd'hui ne peuvent plus du tout exercer après 18h et perdent leur service du soir. Je trouve que cette décision, même si je ne suis pas du tout spécialiste ou épidémiologiste, je pense que cette décision est inefficace dans la lutte contre le virus et qu'elle a une multitude d'effets négatifs et pervers. Donc je suis contre cette décision et je n'ai pas du tout été consulté. Non, mais je comprends bien. Cela étant dit, voilà, là aussi, j'ai parlé à la préfecture de la situation particulière de la vallée de la Roya, de nos commerces. Et il pourrait y avoir, même si ce n'est pas officiel, mais dans les faits, il pourrait y avoir une forme de petite tolérance, en considérant notamment que dans la Roya, il y a énormément d'ouvriers qui sont là, qui sont logés là, et qui doivent bien pouvoir manger. Bien sûr. Donc bon, voilà, il y a... Et puis franchement, on n'est pas les uns sur les autres dans les transports en commun, on n'est pas les uns sur les autres dans les magasins, même voilà, en plus il y a pas beaucoup de magasins. Je pense que c'est assez ventilé d'ailleurs dans les. Voilà, j'ai jamais vu de grosses précipitations au
au commerce le plus grand de Breil. Et c'est pour ça qu'il m'avait semblé avoir entendu que cette appréciation serait laissée aux maires des communes, justement en rapport à leur commune elle-même. Je pense que si on vous avait donné le choix, vous n'auriez jamais mis un arrêté à 18h. Vous auriez laissé l'arrêté le couvre-feu à 20h. Je ne fais que supposer, je suis pas à votre place. Oui, et je suis même un petit peu dubitatif aussi sur le couvre-feu à 20h dans nos communes sinistrées. Enfin bon, voilà. Ou en tout cas, on aurait pu laisser une dérogation pour permettre à nos commerces qui font de la vente à emporter de fonctionner après cette heure-là. Mais enfin bon, voilà. Sans abus, évidemment, mais je pense qu'on aurait pu même être encore plus souple que le couvre-feu à 20h dans nos vallées qui, encore une fois, sont dans une situation très particulière. Évidemment que je n'aurais pas imposé à Breil le couvre-feu à 18h. Lors de la conférence de presse de l'ARS le 5 janvier, l'ARS PACA, le 5 janvier dernier, il a été annoncé que Breil-sur-Roya, l'hôpital de Breil-sur-Roya allait devenir, je crois, dès la semaine prochaine, un centre de vaccination pour le secteur de la Roya. C'est bien ce que j'ai bien entendu, et d'ailleurs les vaccinations ont commencé vendredi dernier. Oui, c'est quand même assez exceptionnel parce que dans un premier temps le gouvernement se faisait critiquer sur la lenteur du déploiement du vaccin. Il a dans un premier temps expliqué que c'était une stratégie que d'avancer lentement, et puis face aux critiques ils ont mis une pression monstrueuse sur les ARS qui elles-mêmes ont mis une pression monstrueuse sur les établissements de santé et sur les professionnels de santé pour qu'ils vaccinent le plus de monde le plus rapidement possible. En fonction, bien sûr, des doses de vaccins dont nous disposons. Vous savez combien... Et qui sont somme toute assez limitées. Non, j'ai pas de données précises. Bon, l'ARS nous affirme que dans les Alpes-Maritimes, on a les doses suffisantes pour vacciner, en tout cas, les publics jugés prioritaires, c'est-à-dire le personnel soignant de plus de 50 ans et j'espère rapidement le grand seniors. Public de plus de 65 ans. Voilà, on a eu une première phase de vaccination pour des personnels soignants ou des résidents de l'EHPAD et du FAM de Breil. 25 personnes, je crois même 26 qui ont été vaccinées à cette occasion. Là, dans les locaux du centre hospitalier de Breil-sur-Roya, et j'espère assez rapidement une campagne de vaccination qui va pouvoir s'étendre aux personnes déjà de plus de 65 ans, et puis à terme à toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner, puisque chacun a son opinion sur la question, mais moi ce que je souhaite c'est la liberté de choix, et donc ceux qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner. Je n'ai pas encore toutes les informations, mais aussitôt que je saurai quand on peut se faire vacciner, où et qui, eh bien évidemment, je communiquerai. Voilà, je communiquerai les numéros de téléphone pour prendre les rendez-vous. Je communiquerai tout ce qu'il y a à communiquer. Est-ce qu'il y aura des dispositions particulières qui seront prises, puisque Breil-sur-Roya deviendra donc le centre de la Roya, des dispositions seront-elles prises par rapport à la circulation, les convois, par rapport aux vallées? Y aura-t-il des gens qui seront prioritaires par les convois? Y aura-t-il un assouplissement dans les convois pour que les gens puissent venir se faire vacciner? Avez-vous déjà planché là-dessus? Alors moi, mon souhait, c'est qu'on puisse vacciner dans les autres communes de la Roya, et que tous les habitants de la Roya ne soient pas obligés de venir à Breil pour se faire vacciner. Donc, au départ, c'est ce qui est prévu. Donc mon souhait, c'est qu'on puisse se déployer le plus rapidement possible pour pouvoir vacciner dans les autres communes. Et on a depuis, déjà avant la tempête, mais même après la tempête, les médecins de la maison de santé pluriprofessionnelle de Breil-sur-Roya qui se sont déployés pour assurer un service sur l'ensemble de la vallée. Donc j'espère qu'on pourra mettre en place une vaccination dans les autres communes. Il n'y a pas une difficulté supplémentaire par rapport justement à la tenue? Vous savez que ce vaccin, il faut le tenir au frais, ça va pas être difficile? Non, ça me paraît pas plus difficile d'amener dans un camion frigorifique jusqu'à Breil ou d'aller jusqu'à Tente. Ça me semble pas plus compliqué, même si encore une fois je suis pas non plus spécialiste de la chaîne du froid. Voilà, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on puisse se faire vacciner partout, et s'il y a des assouplissements qui sont nécessaires pour favoriser la vaccination, même si je pense que c'est plutôt aux horaires de la vaccination de s'adapter au convoi plutôt qu'aux horaires des convois de s'adapter à la vaccination. On est bien d'accord. Voilà. Mais il s'agit de dire que entre midi et 14h, ce seront plutôt les gens du haut de la vallée qui descendront par le convoi ou qui devront remonter qui seront privilégiés. Enfin, je pense. Mais s'il n'y a jamais des assouplissements qui sont nécessaires ou des priorités qui doivent être mises en place, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Bien sûr.
Eh bien, écoutez, monsieur le maire, ça fait quand même une bonne heure et demie que nous sommes ensemble, pratiquement, 1h18 exactement. Je vous remercie, je pense qu'on a abordé tout le même. Ma question rituelle de fin d'entretien, c'est y a-t-il quelque chose que je n'ai pas pensé à vous demander ? Alors, il y a sans doute plein de choses. Oui, c'est ce que je dis à la fin de chaque émission que l'on fait ensemble. Il y a sans doute une multitude d'autres sujets qu'on aurait pu aborder. Peut-être que certains d'entre eux seront abordés dans mon discours de vœux ce dimanche 17 janvier à 16h au gymnase et qui sera également diffusé en direct sur la page Facebook Sébastien Olaran, maire de Breil-sur-Roya, et je suis toujours à la disposition de tous les habitants pour répondre à leurs questions. Et je m'excuse si quelquefois il y a certains messages ou certaines demandes qui me sont faites que je loupe, ça peut arriver, et il ne faut pas hésiter à me relancer parce que je suis évidemment là pour ça. Très bien. Monsieur le maire, je vous remercie de votre venue une fois de plus. Merci de ton invitation. Et on se retrouvera dimanche parce que, comme je l'ai annoncé, on reprendra, on partagera le direct. Le matin, je serai en direct de Saorge en espérant, en croisant les doigts que la météo soit clémente et que les conditions de diffusion soient bonnes. J'ai expérimenté quelques problèmes dernièrement. Je vais encore essayer d'être là pour le conseil municipal et de le diffuser en direct. Normalement, je devrais pouvoir y arriver un peu mieux que la dernière fois, je l'espère. Là aussi, je croise les doigts. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je vais vous laisser partir et puis on va écouter en guise de revoir, on va écouter le clip de Nos Vallées. Qui est d'ailleurs première dans les téléchargements sur les plateformes de streaming, et dont le bénéfice de cette chanson, les artistes sportifs qui se sont mis ensemble à l'initiative du département 06, et dont les bénéfices iront aux vallées, soit aux sinistrés, soit à la reconstruction des vallées. Monsieur le maire, bonsoir et à très bientôt. Bonsoir, merci beaucoup. Le ciel a débordé du lit noir des nuages. Nos vallées ont pleuré jusque sur nos rivages. Un torrent s'est noyé au cœur de nos villages, et les larmes coulaient sur nos visages. Du bleu des rivages au blanc des sommets, on va chanter pour les villages de nos vallées. du bleu des rivages au blanc des sommets. Après l'orage, fraternité pour nos vallées. Voir tous nos souvenirs emportés par la boue, ensemble reconstruire, orphelins mais debout. Il n'y a plus d'arrière, il y a juste un pays. Il nous reste une terre qui nous unit. Du bleu des rivages au blanc des sommets, on va chanter pour les villages de nos vallées. Du bleu des rivages au blanc des sommets. Après l'orage, fraternité pour nos vallées. La royale latinée, la Vésubie, Tous ces noms qui résonnent dans nos vies. Du bleu des rivages au blanc des sommets.
va chanter pour les villages de nos vallées. Du bleu des rivages au blanc des sommets. Après l'orage, fraternité pour nos vallées. On va chanter pour les villages de nos vallées. Ensemble pour nos vallées. Ce n'est rien, juste une pression en baisse. Ce n'est rien, on ne va pas crever, non, ça va passer. Ce n'est rien, tout va bien, on est presque arrivé. Tout va bien, on va couper à travers champs, allez, viens. Tout va bien,